Bienvenue donc dans cet événement qui est vraiment à l'initiative de nos 4 présentateurs de ce soir. Donc franchement déjà, félicitations à vous parce que c'est déjà assez sympa d'avoir une belle initiative comme ça, en sachant qu'en général, on a l'opportunité de partir en stage, de faire de super recherches de terrain, et dans ce cas-ci à l'étranger. Et souvent, on n'a pas envie de présenter par la suite, on n'a pas envie de s'exposer aux évaluations et au regard des autres. Mais vous, malgré le fait qu'on vous ait dit, bah, tiens, finalement, cette année, à cause du Covid, on ne va pas pouvoir faire des évaluations, vous avez tenu absolument à faire une présentation. C'est tout à votre honneur, pardon. Donc, je vous remercie déjà de ça. Du coup, Antoine, je te laisse commencer et bonne présentation. À tout à l'heure. Bienvenue à tous, merci d'être là pour notre présentation, pour nous écouter, pour ces stages qu'on a pu faire à l'étranger, mais malheureusement qu'on n'a pas pu défendre publiquement, donc merci d'être là et de nous soutenir pour ça. Pour ma part, j'ai pu faire un stage à Londres, dans la Royal Holloway University de Londres, en fait, dans un laboratoire où ils étudient le comportement des bourdons avec tout ce qui est l'impact des pesticides, mais également des parasites sur ceux-ci, dans un cadre en fait de déclin des pollinisateurs. Pour remettre tout ça dans un certain contexte, il faut reparler donc de la 6e extinction de masse, c'est l'extinction en fait qu'on voit apparaître actuellement et de l'Anthropocène dans ce déclin des pollinisateurs. Alors il faut savoir que depuis l'apparition de la vie sur Terre, il y a eu un peu plus de 4 milliards d'espèces, mais qu'on peut se demander où sont-elles à l'heure actuelle, parce qu'à l'heure actuelle on en dénombre un peu moins de 2 millions. Alors il faut savoir que depuis l'apparition de la vie, il y a eu des taux constants d'extinction et d'apparition d'espèces, la normalité des choses, si on veut, une mer calme d'extinction, mais il y a également de véritables extinctions de masse, de véritables tsunamis d'extinction. En fait, on a eu 5 grands, ce qu'on appelle le Big Five, et vous connaissez certainement le dernier, il y a 65 millions d'années, qui a balayé d'un revers de main tous les dinosaures. Alors, à l'heure actuelle, on est rentré dans une nouvelle extinction de masse, en fait, qui est la 6e extinction de masse, dans une nouvelle époque, qui est l'Anthropocène. Alors, le nombre d'espèces concernées, on ne le connaît pas encore, mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est en train d'augmenter significativement. Alors, certains vous diront que ça commence, en fait, avec l'agriculture intensive, d'autres vous diront que ça commence avec l'application de pesticides, et certains vous diront même que ça commence, en fait, avec les premières frappes nucléaires. Ici, vous avez Nagasaki, le Nubut 45. Les chiffres actuels, ils disent en fait, ils disent des choses comme ça, en fait, ils décrivent des espèces qui ont disparu, assez célèbres par le grand public. Vous avez par exemple le dodo en bas à gauche, qui est l'espèce bien connue de l'âge de glace. Pour certains, peut-être que certains connaissent le thylacine en bas à droite, et en haut à droite, c'est le grand pingouin, en fait, qui est l'espèce sœur du petit pingouin, mais qui a disparu à l'heure actuelle dû à l'activité anthropique. Mais les chiffres, en fait, c'est bien plus dramatique que ça, c'est bien plus dramatique que de simples espèces, si on veut, bien connues du public. Ça va bien plus loin que ça, en fait. Donc, ce que les chiffres disent à l'heure actuelle, c'est que, tantôt je vous décrivais un taux d'extinction constant, une mer calme d'extinction. À l'heure actuelle, on observe un véritable tsunami qui est 1000 fois plus grand, en fait. Vous voyez sur ce graphique le pic d'extinction depuis les années 1800, à côté du background. Le background, c'est si nous n'avions pas été là, en fait. Alors, il faut savoir que, vous voyez les chiffres ici, le pourcentage d'espèces menacées, 41% des plantes sont menacées à l'heure actuelle. Il faut savoir que le taux d'extinction, donc la vitesse à laquelle les espèces s'éteignent à l'heure actuelle, c'est 18 000 fois plus rapide que l'extinction des dinosaures. Et qu'on estime que d'ici 20 000 ans, 90% des vertébrés ont disparu. Et quelque chose d'encore plus dramatique, en fait, c'est que des millions d'années vont être nécessaires pour se remettre de cela. Et en fait, plus aucun être humain ne rencontrera jamais de telles conditions de biodiversité pour l'instant. Parler de ces extinctions, eh bien, parce qu'il faut parler du déclin des pollinisateurs, en fait du déclin des insectes également, et du rôle des insectes dans les écosystèmes. En fait, il faut savoir que les insectes nous donnent des services qu'on appelle écosystémiques. Alors c'est quoi? C'est quelque chose d'assez magique en fait. Vous laissez les insectes interagir dans leur milieu, faire leur vie, et vous en tirez des bénéfices. Alors pourquoi les insectes sont-ils si importants? Parce que les insectes, ça représente plus d'1 million d'espèces décrites, plus de 1000 familles, avec une diversité morphologique, mais également comportementale qui est énorme. Alors, qu'est-ce qu'ils nous donnent comme service, ces insectes? Eh bien, on a toute une triplée. Alors, on a qui sont bien connus, qu'on apprend à l'école primaire, comme la décomposition de la matière organique en matière minérale, mais c'est aussi des contrôles de la peste, comme par exemple les coccinelles qui mangent les pucerons. C'est des sources de nourriture aussi, des substances médicales, donc les bienfaits du miel, on n'arrête pas de les citer partout, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Dispersion des graines, mais vous avez aussi le plus important, bien évidemment, c'est la pollinisation. Alors la pollinisation, c'est quoi? C'est 3 plantes à fleurs sur 4. La pollinisation, c'est 190 milliards de dollars par an. C'est une bouchée de nourriture sur 3 dans votre assiette, permise par des abeilles, des mouches, des papillons et bien d'autres. Et vous avez cette image bien connue en bas à droite d'un supermarché avec et sans pollinisateurs pour vous montrer à quel point ceux-ci sont importants. Plein des pollinisateurs à l'heure actuelle, c'est plus un secret en fait. Donc si on regarde quelques chiffres à nouveau, en Grande-Bretagne, 70% des papillons sont menacés et 3% ont disparu dans les 20 dernières années. Il faut savoir que 4 espèces de bourdons sur 68 en Europe ont disparu dans les 50 dernières années.
Alors quelque chose qui est encore plus dramatique également, c'est de se dire que les pollinisateurs déclinent d'une part, mais d'autre part, le nombre de cultures qui demandent des pollinisateurs, elle augmente. Alors voilà qu'il y a un mismatch important et qu'il va y avoir un problème dans le futur à ce niveau-là. Vous voyez ces graphiques, en fait, on voit le pourcentage d'espèces menacées, de pollinisateurs menacés en Europe, mais ce qui est dramatique, c'est cette partie grisée dans ces graphiques, en fait, c'est tout simplement le pourcentage pour lequel on ne sait rien, et donc les chiffres pourraient être bien pires que ce dont on est conscient à l'heure actuelle. Alors là-bas, à Londres, j'ai pu travailler sur le projet POCHBee. Alors c'est quoi ce projet? Justement, une collaboration entre des universitaires, des fermiers, mais également des apiculteurs, pour essayer en fait de maintenir une population d'abeilles sauvages en bonne santé, qui permet une pollinisation des cultures efficace et ainsi avoir un rendement de nourriture important, et ce justement dans tout ce qui est dû aux pesticides, mais également aux pathogènes et à leur régime alimentaire. Alors pourquoi est-ce qu'on a étudié le bourdon? Simplement parce que le bourdon, c'est 250 espèces dans le monde, presque 70 en Europe. Il faut savoir qu'ils font partie des top 3 pollinisateurs, des top 5 pollinisateurs. En fait, il y a 3 espèces de bourdons dans ceci, donc c'est très important dans la pollinisation. Alors, vous voyez qu'ils sont en train de décliner ces bourdons, notamment en Europe. Vous voyez le graphique en bas à droite, 45% des populations de bourdons sont en train de décliner à l'heure actuelle, et c'est pour ça qu'il faut les étudier. Alors, en quoi est-ce qu'on est responsable de cela? Parce qu'on l'est, en fait, il y a beaucoup de facteurs anthropiques qui provoquent tout cela, et voici le top 5 de ces facteurs. Le premier, c'est la fragmentation d'habitat. Donc la fragmentation d'habitat, c'est de se dire qu'en fait, on sépare les ressources alimentaires des bourdons. C'est comme si on installait votre supermarché à 50 km de chez vous. C'est viable, mais c'est tout de suite, ça devient vite ennuyé en fait. Le deuxième, c'est l'homogénéisation d'habitat. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand vous êtes dans votre supermarché, on vous dit que vous ne pouvez aller que dans un seul rayon et pas dans les autres. C'est simplement en fait le fait que les cultures sont toutes uniformes et homogènes. Alors, le troisième, si vous voulez, c'est l'utilisation d'engrais, mais également de pesticides. En 4, vous avez en fait un manque de nourriture dû à une tonte trop intensive des prairies, etc. Et en 5, ce qui est assez remarquable, c'est que ces bourdons déclinent à cause des abeilles mellifères. Alors, petit rappel, voici des abeilles mellifères. Alors, les abeilles mellifères sont beaucoup plus importantes en nombre que les bourdons et en fait volent littéralement toute la nourriture des bourdons, il n'y en a plus à stocker. Alors, quelque chose d'encore plus dramatique, il faut savoir que tout ce que vous voyez là-dessus, en fait, peuvent agir, ce qu'on appelle de manière synergétique, les uns avec les autres. Et donc, l'effet résultant de cela est bien pire que ce dont on pourrait s'attendre. Et très très peu d'études, en fait, s'intéressent à plusieurs de ces effets combinés. Les pesticides dont on va parler ici, c'est quelque chose de plus important, si on veut. Les pesticides ont des effets qu'on appelle létaux, donc ils peuvent tuer ces abeilles, ou des effets sublétaux, donc en fait, ils vont les rendre malades. Alors, ça veut dire quoi, rendre une abeille malade? Eh bien, il y a plein d'exemples, c'est une liste non exhaustive des exemples. Vous avez par exemple modification de la taille des ovaires, modification du comportement alimentaire et reproducteur, vous avez des pertes de mémoire chez les abeilles également, vous avez des fonctions immunitaires qui sont altérées. Donc vous voyez que ça ne tue pas les abeilles, mais ça va nuire gravement à leur population. Alors, une chose qui est assez incroyable également, c'est que quand une compagnie met un pesticide sur le marché, eh bien, ils doivent faire des études, bien évidemment, sur des vers, etc., des études sur les abeilles, mais les études sur les abeilles sont toujours sur l'abeille mellifère, justement. Alors, il faut savoir que le bourdon, d'un point de vue écologique, est bien plus sensible que l'abeille mellifère pour 3 grandes raisons. Or, la première raison, c'est qu'ils ont des colonies bien plus petites. Une colonie de bourdon, c'est 400 individus, une colonie d'abeilles mellifères, c'est 40 000 individus. Il y a une phase solitaire chez le bourdon. Les gros bourdons que vous voyez voler au début du printemps, ce sont des reines qui cherchent simplement à faire leur nid et elles sont très très vulnérables à ce moment-là. Et ils ont un comportement de pollinisation qui est différent aussi. Alors, vous voyez par exemple ce pic dans ce graphique-là, le pic que vous voyez en pointillé au début, c'est simplement la tendance des bourdons à sortir au matin. En fait, les bourdons ont simplement tendance à sortir quand on applique les pesticides, donc c'est très très nocif. Alors aussi, il faut savoir que quand une compagnie met un pesticide sur le marché, ils doivent simplement étudier les effets létaux et non pas les effets sublétaux. Alors, forcément, quand un pesticide est mis sur le marché, eh bien, ses impacts sont d'office sous-estimés. On va toujours évaluer sa létalité, mais on ne va jamais se demander est-ce que ce pesticide rend les abeilles malades. Alors, les questions que j'ai pu poser là-bas, à Londres, concernent en fait 2 pesticides, au nom un petit peu imprononçable, comme vous pouvez le voir. Et donc, ma présentation est séparée en 2 grandes parties, concernant le premier pesticide et une partie concernant le deuxième pesticide. Le pesticide, on a simplement voulu voir est-ce qu'il va modifier, si on veut, la reproduction, mais également l'hibernation des reines de bourdon. Et donc on a mesuré beaucoup de choses, comme la consommation de nourriture, mais également leur tendance à se reproduire et leur survie au cours de l'hibernation. En ce qui concerne le second pesticide, maintenant, on a voulu voir quel composé de ce pesticide est létal, et donc on a juste mesuré la mortalité. Alors bien évidemment, dû au Covid, et au fait qu'on a tous dû revenir bien plus tôt, eh bien j'ai pas pu mesurer tout ce qui est hibernation, et à l'heure à laquelle je vous parle, c'est en train d'être fait à l'heure actuelle. D'un point de vue académique, c'est des Bac 3 qui nous écoutent maintenant. J'ai pu donc manipuler les abeilles, manipuler des colonies entières, c'est pas si simple que ça.
J'ai pu manipuler beaucoup de parasites également, pas beaucoup de parasites, beaucoup de pesticides, apprendre différentes méthodes pour nourrir les abeilles en fonction du protocole expérimental, faire des études écotoxicologiques et des analyses statistiques dans un cadre qui est assez étudié simplement parce qu'il est tout nouveau, il y a très peu d'études qui le concernent et donc c'est très intéressant d'étudier. C'est un insecticide. Alors, en ce qui concerne le protocole, comment est-ce qu'on a fait? On reçoit des colonies entières de bourdons de la compagnie Cowpert. Alors, cette compagnie-là nous fournit donc ces colonies industrielles. Ces colonies vont produire de nouvelles reines vierges qui vont émerger. Alors, ce qu'on fait, c'est tous les jours, on prend ces reines vierges, on les sépare en deux groupes et on les met dans des boîtes. Vous voyez, ces boîtes en carton, en fait, ces boîtes en bois, pardon, en bas à droite. On les met là-dedans et leur donne à manger pendant un certain nombre de jours. On leur donne la nourriture non traitée, donc du pollen et du nectar, et on ne fait aucune mesure jusque-là. Puis un jour, on dit, OK, maintenant on a assez de graines, on va commencer l'expérience véritablement. Alors, il y a un premier groupe auquel on donne de la nourriture non traitée, et un deuxième groupe auquel on donne de la nourriture traitée, c'est-à-dire avec des pesticides, et là, pendant 7 jours, on mesure leur consommation de nourriture. Puis, on passe à la reproduction, dans cette grande cage que vous voyez là. En fait, vous mettez beaucoup de reines et 2 fois plus de mâles, et vous procédez à la reproduction tous les jours. Vous donnez en fait à chaque graine 5 essais de 40 minutes pendant 5 jours. Si elle rate, tant pis pour elle, on les met de côté. Mais si elles réussissent, c'est très bien. On les met dans un petit tube que vous voyez là, avec du sable, on fait un trou et on les met pendant 12 semaines à 4 degrés dans un frigo. Ça va en fait mimer la véritable hibernation naturelle de ces reines de bourdon. Alors comme je vous ai dit, tout ce qui est post-hibernatoire, je n'ai pas pu le mesurer parce que j'ai dû revenir bien plus tôt. Concernant les résultats, qu'est-ce qu'on a observé pour cette première expérience? Eh bien, on a pu voir que la consommation de nourriture au cours du temps ne fluctuait pas. Alors vous voyez, ici ce graphique vous montre justement la consommation de sirop au cours du temps entre les deux groupes. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence en fait entre le gris et l'orange. Ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de différence en fait entre les deux traitements. Par contre, on voit une différence au cours du temps. On voit que la consommation de nourriture diminue au cours du temps, mais ça c'est normal. Les reines ont toujours beaucoup plus tendance à se nourrir au début qu'à la fin. Donc on voit pas de différence entre les deux traitements, entre le pesticide et le concernant la reproduction, on s'est posé la question suivante, est-ce que le pesticide influence la reproduction de ces reines? Or la réponse c'est non, mais on a toutefois eu un gros problème en fait. Il faut savoir que ces reines, quand on les met dans la grande cage là, eh bien elles ont des petits tags, c'est-à-dire des petits cartons colorés et numérotés sur leur dos pour pouvoir les reconnaître. Mais les mâles, quand ils se reproduisent, eh bien, ils ont tendance à enlever ces cartons-là, et donc vous voyez qu'on a perdu 71 reines sur 221 parce qu'on ne retrouve plus leurs cartons tout simplement. Et donc, en fait, les données ont été biaisées, on n'a pas pu les utiliser. Alors, petite vidéo, j'espère que ça va passer avec MS Team. Vous voyez, c'est la reproduction à gauche, c'est dans la grande cage, et puis on les sépare. Dans les deux vidéos de droite, on les met dans des petits pots à part, on les laisse terminer tranquillement. Ça peut durer 40 minutes, ça, tout de même. Et ensuite, quand c'est terminé, on met la reine dans le petit tube avec du sable et on la met dans le frigo pour l'hibernation. On discute un peu de cette consommation de nourriture. Il faut savoir que les pesticides peuvent avoir 3 effets différents. Je vais vous décrire ces effets et les petites descriptions de nos chefs. Alors, le premier effet qu'il peut avoir, c'est un effet attirant. Il faut savoir que les pesticides sont... certaines abeilles vont trouver certains pesticides bons, tout simplement. Neutre, donc c'est ok, quoi. Donc l'abeille ne va pas forcément être attirée, mais elle ne va pas être repoussée par cela non plus. C'est le cas de notre pesticide ici, comme je vous ai dit, il n'y a pas de différence entre les deux. On va avoir un effet répulsif, donc ça, vulgairement, l'abeille trouve ça dégueulasse et elle ne va plus s'en nourrir. Le gain de poids dans nos reines a été fait par le doctorant sur place, c'est pas moi qui l'ai fait. Je m'en dis qu'il n'y a pas de différence de gain de poids entre les deux groupes. Et s'il y a une détoxification de ce pesticide qui apparaît, eh bien, elle n'a pas un coût énergétique assez important pour qu'on puisse le faire. Sinon, on a vu qu'il n'y a pas de différence entre les deux traitements, mais rappelez-vous, suite au tag, et donc on n'a pas pu en fait tirer de véritables conclusions, et donc on va dire que j'ai appris grâce à ça les risques du métier, l'aspect pratique. Passons maintenant au deuxième pesticide, voilà Mistar. Donc pourquoi est-ce qu'on a étudié ce deuxième pesticide? Le fongicide le plus vendu au monde, et donc c'est un très bon argument pour l'étudier. Ce pesticide, on s'est intéressé à sa composition. Il faut savoir qu'un pesticide, c'est véritablement comme un livre de recette, vous avez un mélange de plusieurs ingrédients, vous avez le principe actif, mais également ce qu'on appelle des coformulants, qui sont des additifs. Alors ça sert à quoi ces coformulants? Ce sont généralement des stabilisateurs et des émulsifiants, ça fait en sorte que le pesticide tienne plus longtemps dans votre garage, ou alors qu'il tienne plus longtemps sur la feuille quand vous l'appliquez, tout simplement. Alors voici la de notre pesticide. Alors, je vois que ça ne s'affiche pas sur votre écran, je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà. Voici la recette. Vous voyez, en haut, l'azocystrobine, c'est le principe actif, et les 3 coformulants par la suite, ce sont justement tous ces additifs. Et vous voyez qu'ils sont là en proportion différente.
Dans une expérience précédente, le docteur sur place a montré que si vous donnez à une ouvrière, eh bien elle meurt, tout simplement. Donc autrement dit, vous donnez tout le pesticide, et si vous donnez tout le pesticide, elle meurt. On va voir quel composé là-dedans est responsable de la mortalité. En fait, quel composé là-dedans est vraiment toxique. C'est comme vous se demandez dans mon assiette, qu'est-ce qui m'a rendu malade. Un de ces coformulants au nom imprononçable que je ne prononce qu'une seule fois, qui est le sodium polynaphthanate formaldéhyde sulfonate. Donc on s'est demandé ce que c'est toxique. Dû au Covid, j'ai pas pu étudier les autres composés qu'il y avait dans ce pesticide, mais ça va être fait dans les 2 mois qui arrivent, parce que maintenant il faut savoir lequel de ceux-ci est toxique. Le protocole. On fait 4 groupes d'abeilles. Donc 2 groupes sont des contrôles, donc les groupes contrôles c'est simplement pour voir que l'expérience se passe bien, on ne va pas rentrer dans les détails. Vous avez un groupe qui s'appelle Amistar, donc ça c'est le pesticide en entier, des abeilles auxquelles on donne le pesticide complet. Et un groupe qui s'appelle coformulant, c'est les abeilles auxquelles on donne uniquement le composé qui nous intéresse. Là, vous mettez vos abeilles dans une petite boîte, une petite cage individuelle, vous mettez une seringue, et dans cette seringue vous mettez la nourriture qui vous intéresse, et vous leur donnez ainsi à manger pendant 4 heures, elles se nourrissent avec leur langue, et trop aussi elles arrivent à venir dans la seringue, à se nourrir. Ensuite vous enlevez la seringue, et vous faites un check de mortalité pendant 96 heures, et vous regardez ce qui se passe, est-ce qu'elle meurt ou non dans les différents moments. Dans l'expérience précédente, comme je vous ai dit, regardez ce que j'entoure là, c'est Amistar, donc c'est-à-dire que vous voyez le taux de survie avec l'Amistar, donc c'est le pesticide chute après 48 heures, c'est ce que je vous ai dit, le pesticide entier provoque une mortalité après un certain temps. Est-ce que notre composé est responsable de cela? Voici notre graphique de notre expérience actuelle. Alors là, c'est simplement, en bas à gauche, c'est un contrôle dont on ne peut pas parler, c'est simplement, ça a démontré que l'expérience se passe bien. Et la courbe Amistar, là, confirme ce qu'on a vu dans l'expérience précédente, ça confirme en fait que le pesticide entier est létal. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la bande. Il n'y a aucune mortalité après 96 heures. Et donc, conclusion, tire de ça, le coformulant ici n'est pas responsable de la toxicité parce qu'il n'a provoqué la mort d'aucune ouvrière après 96 heures. La question, en fait, est-ce que les coformulants sont dangereux pour l'environnement et pour les abeilles, etc. Et pourquoi c'est pas faux? Eh bien, c'est pas faux parce qu'ils n'ont pas les mêmes, ils sont pas évalués de la même manière, tout simplement, quand ils sont mis sur le marché. Alors, c'est assez honteux, ça. C'est assez honteux parce que, une étude qui a été faite, 36 pesticides étudiés, pour 24 d'entre eux, les coformulants étaient plus dangereux que le principe actif. Le principe actif, lui, est très bien étudié, mais les coformulants, on dirait qu'on s'en fout un peu, pardon, alors que pour 24 d'entre eux, les coformulants étaient bien plus toxiques. Or, parfois, vous avez le coformulant qui est non toxique, le principe actif qui est non toxique, mais quand vous les mettez ensemble, ils ont ce qu'on appelle synergétique. En fait, ils s'activent l'un l'autre, et donc ils peuvent être toxiques, mais très peu d'études qui font ce genre de mélange et étudient ce qu'il y a tout simplement. La question, ouais, mais au final, qu'est-ce qui cause la toxicité de notre pesticide ici? Alors, non à rallonge là, parce qu'on l'a étudié, et on a montré que non, c'est l'expérience qu'on a faite ici, on l'a démontré. Alors, même si j'ai pas pu étudier les autres composés, on peut toutefois y réfléchir, on y a réfléchi avec le docteur là-bas. Ce deuxième composé-là, c'est assez improbable que ce soit lui qui cause la mortalité, tout simplement parce qu'il est retrouvé dans des produits de beauté que l'on met sur notre peau, et donc on a assumé que ça se saurait si c'était toxique. Alors on ne dit pas que c'est impossible, mais c'est fortement improbable que ce soit lui qui soit toxique. Le troisième composé, c'est improbable que ce soit lui qui soit toxique, tout simplement parce qu'il est présent en très faible quantité dedans. Alors c'est de nouveau pas impossible, mais c'est improbable que ce soit lui qui soit responsable de la toxicité. Maintenant, donc l'axocystrobine, c'est le véritable fongicide qui est dans le pesticide. Il n'est pas toxique pour les abeilles. En fait, ça a été démontré chez l'abeille mellifère, et des études ont prouvé que si c'est démontré chez l'abeille mellifère, eh bien, c'est OK pour le groupe. Mais si aucun de ces composés n'est toxique, comment ça se fait que le pesticide l'est, lui? Eh bien, quelque chose que j'ai oublié de vous dire, quelque chose qui est assez aberrant, vous allez voir, c'est la chose suivante, qui est une loi européenne qui protège les compagnies qui mettent les pesticides sur le marché. En fait, c'est véritablement le secret de fabrication, donc les compagnies ne sont pas obligées de lister complètement ce qui se trouve dans leurs pesticides. Donc vous voyez, nous les scientifiques, nous sommes un peu plancton qui essaie de voler la recette du pâté de crabe, et le pâté de crabe est détenu par la compagnie qui met les pesticides sur le marché. Bien évidemment, ça ralentit le travail des chercheurs, parce qu'ils ne peuvent pas, comme on l'a voulu faire, tester tous les composés. Mais toutefois, on peut avoir un pouvoir fort contre ça. Alors pourquoi? Si on arrive à démontrer que chacun des composés est non toxique, et que leur composition est non toxique, c'est-à-dire qu'il faut essayer de les mélanger l'un l'autre, ensemble, on essaie tous les combos possibles, etc. Si on arrive à démontrer tout ça,
à démontrer que chacun des composés individuellement, mais également leur composition sont non toxiques, eh bien, un véritable argument pour aller contre cette loi. Alors pourquoi? Parce que vous arrivez contre cette loi et dire, voilà, vous voyez, j'ai testé tous les composés, j'ai essayé toutes les combinaisons possibles, aucune d'elles n'est toxique, et pourtant, quand je prends le pesticide, il est toxique. Alors bien évidemment, la conclusion que l'on peut tirer de cela, c'est la compagnie, en fait, a volontairement omis de lister un composé toxique dans son pesticide sur sa fiche de sécurité. Et ça, c'est bien évidemment inadmissible. Alors, vous voyez qu'avec de nombreuses expériences comme celle-ci, qui arrivent à démontrer cela, eh bien, on peut aller contre une loi à caractère européen, parce que bien évidemment, c'est inadmissible de ne pas lister un composé toxique dans ses pesticides. Voilà, merci pour votre attention. Alors, super, normalement vous me voyez. Un grand merci Antoine pour ta présentation, c'était super clair, super didactique. Et en plus sous forme d'enquête, c'est assez agréable de voir une étude comme ça qui n'est pas vraiment sur un effet direct sur les bourdons, avec même des petites vidéos un peu coquines où on voit du sexe de bourdon, on voit de la gastronomie de bourdon. Là, c'est assez sympa à voir pour commencer. On aurait dû te mettre à mon avis en dernière présentation, j'espère qu'il n'y a pas des enfants qui regardaient la présentation, mais en tout cas c'était bien agréable à suivre. C'est tout à fait d'actualité comme type de recherche, et puis ça va vraiment jusqu'à l'application directement des lois, et donc je crois que je pourrais, enfin moi et même probablement le public qui est en train de regarder pour l'instant, on pourrait passer des heures à poser des questions. Malheureusement, la plateforme ici ne va pas le permettre pour ce soir, pour ceux qui nous ont rejoints actuellement, mais vous avez l'opportunité de poser des questions directement par mail si vous voulez aux participants. Donc la plupart du temps, vous allez voir qu'il y a une adresse email qui a été ajoutée sur la présentation. Et je vous conseille directement de contacter le chercheur en question pour lui poser des questions.